Mais il se trouve qu'il y a assez longtemps de ça, maintenant, finalement, j'étais le journaliste chargé de la page du Jura rural. Alors, vous imaginez que dans le Jura, le bois, c'était une question qui intéressait tout le monde. Et déjà, à l'époque, je me souviens, on disait, il faut une filière bois, il faut une filière bois. Résultat, non seulement il n'y a pas de filière bois, mais nous sommes un pays du tiers-monde. C'est-à-dire que nous fournissons la matière première à des pays qui viennent la chercher, l'achètent à bas prix, la transforment en meubles et autres, et nous la ramènent chez nous. Voilà. Alors que nous devrions constituer une filière. Ou pas en ce moment. Parce qu'elle ne la ramène pas en ce moment. Oui, oui, oui. Mais Mais bien sûr, les pénuries. Alors, la forêt française, le problème que nous avons, un mot pour mes amis qui s'intéressent à l'écologie de la forêt est vitale pour nous. Oui. Parce qu'elle retient du carbone, parce qu'elle fixe les sols, nous connaissons tout ça. Et reconquête industrielle. Donc nous allons... Oui, mais attendez, on peut quand même parler de trucs humains de temps à autre aussi. Il n'y a pas que produire. Alors, il est certain que nous sommes capables de construire une filière bois, mais qui va d'un bout à l'autre. C'est-à-dire depuis la collecte, respectueuse de la forêt, parce que les coupes rases, tout le monde en a assez, on sait quel désastre ça prépare pour le futur. Ensuite, il y a la transformation. Il faut pouvoir transformer non seulement les sapins, que l'ONF nous a fourrés partout, y compris à des endroits où c'est pas le lieu de les faire pousser, les traiter avec des machines que nous pourrions nous-mêmes fabriquer, au lieu d'importer des machines qui ne prennent que des troncs tout droits de 30 cm, parce que c'est ça qu'on trouve aujourd'hui seulement sur le marché et aucune autre. Donc dès qu'un bois est un peu tournicotis, genre feuilli, on le prend pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On interdit d'exporter le bois en Chine? Non, mais il parle du... on fait quoi concrètement? On n'exporte plus notre bois, on interdit les exportations. On réouvre des menuiseries. Pourquoi vous énervez tout de suite? Interdire, empêcher? Non, on crée une filière. Vous savez ce que c'est créer une filière? Il y en avait une. Je vais voir monsieur le milliard. Et puis j'en vais en voir d'autres, et puis je crée une filière. Et voilà, et je dis voilà, si vous investissez dans le bois, eh bien vous aurez telle et telle possibilité. Ouais. Vous aurez tel ou tel capital qui sera à votre portée de financement. Parce que vous avez eu raison de dire tout à l'heure qu'ici vous êtes des PME. Je suis pas en face du grand capital. Donc pour moi, vous représentez ce que j'appelle un collectif humain. C'est ça une entreprise d'abord. Et donc c'est d'abord une affaire de qualification. Et c'est là-dessus que je voulais venir. Pour que tout le rêve que je suis en train de vous raconter sur la filière bois fonctionne, faut que vous ayez des gens compétents. Parce que, vous savez, ça va très loin la filière bois. On peut construire une maison en bois et elle est plus résistante à l'incendie que le béton. Donc, on sait le faire. On a les machines, on amène sur un camion la maison, elle est toute montée, on vous l'installe, en 2 mois c'est fait. Par conséquent, tout est là. Nous savons tout faire, à condition d'avoir les gens formés. Et là, c'est la place sur laquelle je vais vous saouler toute la soirée. La formation professionnelle, la qualification et donc le système public de formation professionnelle. À savoir les centres polytechniques auxquels je rêve, qui sont les lycées professionnels d'aujourd'hui, mais qui prendraient en charge du CAP, niveau numéro 1, première qualification, jusqu'à BTS, c'est-à-dire Bac plus 2. Au même endroit, ainsi que la reconnaissance, la validation des acquis de l'expérience et l'enseignement de transformation-récupération. Voilà ce que je réponds à ceux qui veulent qu'il y ait une filière bois. Ne vous payez pas de mots, les gens, surtout si vous êtes le MEDEF. Donnez un coup de main pour qu'on arrive à construire une filière bois, au lieu de, je dis pas que c'est votre cas, mais j'ai entendu un nombre considérable de gens jeter des grosses larmes et ensuite ne rien faire du tout de raisonnable pour construire cette filière. J'espère vous avoir répondu au ras du terrain, puisque je vous ai même donné la taille des machines qui traitent les bois. Jean-Luc Mélenchon, de la langue de bois. Pardon? Je dis Monsieur Macron, l'ébéniste de la langue de bois. Monsieur Mélenchon, l'ébéniste de la langue de bois. Non, mais parce que Macron, j'étais d'accord. Si vous avez un second tour, Zemmour, Macron, vous votez pour qui? Attendez. Mais non, on n'est pas au second tour. Mais... Second tour, je vote pour moi. Oui, ça j'ai compris. Je savais que vous alliez me faire cette réponse. Et alors pourquoi vous posez la question si parce vous que ça peut arriver. Bon. Macron, Zemmour, non? Mais ce qui peut arriver, c'est Mélenchon. De pulls pour les militaires perdus par Regain, confiés à l'armée, à d'autres entreprises. On s'aperçoit que certains des sous-traitants produisent peut-être en Afrique du Nord. Est-ce que, alors c'est un vieux contrat, ça date d'il y a 12 mois, mais on s'en aperçoit maintenant parce qu'Arnaud Montebourg en a parlé. Est-ce que c'est le type de contrat qu'il faut stopper quand on est au gouvernement? Ça dépend de quoi on parle. Si c'est quand c'est l'armée et les choses qui sont de souveraineté, bon, on comprend qu'on se le réserve. Non, mais laissez-moi aller sur une idée plus générale que de prendre un pull qui est fabriqué en Tunisie pour l'armée. C'est vous qui avez lancé le débat. Hein. D'accord, mais peut-être bien. Non, c'est vous qui avez lancé le débat et j'essaye de répondre sur des choses concrètes.
Je vous ai répondu à la question de qu'est-ce qui se passerait avec les partenaires. Après, il y a les mécanismes de dissuasion de la délocalisation. J'en vois deux. Le premier, c'est si vous m'achetez, vous, monsieur Millard, vous m'achetez, vous êtes, mais c'est un gringo qui vient et qui achète une entreprise française. Et puis tout d'un coup, il décide de repartir et il embarque les brevets. Moi, ce que je dis, c'est la chose suivante. Quand un brevet est d'origine française, il ne part pas avec le propriétaire de l'entreprise. Je le bloque en France. On a demandé à Éric Coquerel, qui est un de nos commissaires à la Commission des affaires financières, de préparer une proposition de loi dans ce sens. Donc ce sont des méthodes de dissuasion. Je termine, j'en ai plus qu'une. Mais ceux qui sont déjà... Deuxièmement, je m'oppose absolument aux délocalisations en Europe. Parce que les délocalisations en Europe sont des délocalisations de mauvaise foi, malveillantes, qui ont été délibérément voulues par M. Barroso il y a bien longtemps, comme un moyen pour les pays qui n'avaient pas d'équipement, à qui on ne donnerait pas d'argent, de se payer sur la dette, c'est-à-dire sur nous. Juste un point, très bien. Imaginons, mais comment vous faites pour faire revenir, et là vous n'avez pas répondu au point, ceux qui sont déjà partis pour des questions de bas coût? Eh bien écoutez, moi je fais le pari qu'ils reviendront. Et bien sûr. Mais... Bien sûr. Mais s'ils ne veulent pas, ben au revoir, on se passera d'eux. Oui, oui, madame. Non, mais ils ne sont pas indispensables. On ne va pas se traîner à leurs pieds, à baisser les cotisations sociales et puis soigner les gens, ouvrir les frontières en grand pour une poignée de gens qui n'ont même pas l'amour de la patrie. Donc, s'ils ne veulent pas produire, eh ben d'autres produiront. Et nous les accueillerons très bien, très généreusement, avec beaucoup de bonne volonté. Mais je ne ferai pas la politique qui convient aux voyous. Allez. Voilà. L'histoire de France, la culture française, les mœurs françaises. Ça veut dire devenir français, s'habiller comme les Français, donner un prénom français à ses enfants. Ça, monsieur Mélenchon, c'est s'assimiler. Créoliser, je ne sais pas ce que ça veut dire en vérité. J'ai regardé, parce que maintenant vous avez mis en vedette Édouard Glissant. En fait, c'est une espèce de chimère pseudo-poétique pour vanter une fois de plus la mondialisation et ses grands mérites. En vérité, votre Édouard Glissant, c'est un Alain Minc martiniquais. La créolisation, ce n'est que le nouveau mot. À part les Corses de Marseille, il n'y a pas un nom français. Aujourd'hui... Un nom français? Pas un nom français. Qu'est-ce qu'un nom français? Un nom français, c'est par exemple... Non, un nom français, c'est un nom porté par un Français. Non, monsieur Mélenchon. Non, c'est un nom qui est français depuis 1000 ans, pardonnez-moi. Moi, je n'ai pas un nom au départ français, par exemple. Voilà. Et alors, on vous compte comment si on vous met en prison? Eh bien, on me compte comme un nom qui n'est pas français. Vous voyez? Mais pourtant, vous êtes français. Je suis français, mais c'est pas la même chose. Et il y a beaucoup d'étrangers. Vous savez combien il y a d'étrangers dans les prisons françaises? 25%. Alors qu'ils représentent 10% de la population. Je continue. Je ne sais pas ce que vous continuez, mais ça démontre le contraire de ce que vous dites. Vous êtes en train de dire que la misère n'a aucun impact sur la délinquance. Non, parce qu'il y a des gens pauvres qui ne sont pas délinquants. Mais bien sûr, encore heureux. Donc, alors, et c'est une insulte, et c'est une insulte aux gens, et c'est une insulte aux gens pauvres, et c'est une insulte aux gens pauvres, comme votre famille et ma famille. Ça marche pas. Mais ça marche très bien, monsieur Mélenchon. Et deuxièmement, ils ne sont pas pauvres. Laissez-moi finir. La pauvreté, c'est que vous vivez ailleurs que dans le réel. Pas du tout. Ça n'a aucun rapport avec la pauvreté, je suis désolé. Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad. Voilà. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre. Vous n'avez pas honte? Non, j'ai pas honte du tout. Je vais vous dire, dans les métros parisiens, on a fait une enquête. 70, etc. Bon. 75% d'étrangers. Ça surtout vous. Écoutez, moi je ne rentrerai pas dans votre jeu, cela ne m'intéresse pas, ça n'intéresse pas les Français. Mais puisque vous m'attaquez, monsieur Desjardins, ce sont les chiffres. me les sortez-les les chiffres. 70%. Oui, mais monsieur, soyons sérieux, monsieur Desjardins, Topalov, monsieur Topalov. On va pas mentir aux gens, 70%. S'il vous plaît, messieurs, soyons sérieux, s'il vous plaît. Écoutez, soyons sérieux. N'importe. S'il vous plaît, monsieur Topalov, d'où sortez-vous vos chiffres? Écoutez, de mon slip, 70%. Le nombre de fonctionnaires, le nombre de professeurs, ça, on rejoint un peu le débat sur le poids de l'État. Il nous dit le ratio de fonctionnaires en Allemagne est d'environ 54 pour 100 000 habitants, en France environ 85.
Comment justifiez-vous cela au regard du délitement de nos services publics de première ligne, nos policiers, nos pompiers, nos hôpitaux, notre justice? Où va l'argent en France? Et que proposez-vous pour revenir à un ratio acceptable? Voilà ce que dit Jérôme. Tout ça n'est pas sérieux. Parce que là, je vous parle de profs. On est d'accord? Bon. Quel est le nombre d'élèves en France et combien il y en a en Allemagne? Alors, il faut arrêter de dire l'Allemagne, c'est tellement beau l'Allemagne. Hein, c'est une économie croupissante qui produit des voitures et des machines-outils. Pour le reste, toutes leurs infrastructures publiques sont à moitié en ruine. Et vous connaissez la situation de ce pays où la natalité s'est effondrée et où les gens n'ont pas l'air d'être si heureux que ça de vivre. Donc allez voir un peu là-bas. Oui, c'est là-bas qu'existe le job à 1 euro. Un tableau un peu apocalyptique de l'Allemagne. Non, et le tableau apocalyptique de la France, ça vous dérange pas? Non, moi je vous pose la question de Jérôme. Oui, d'accord. Alors disons que c'est à lui que je réponds. La France n'est pas cet enfer qu'ils sont en train de décrire. Je vous dis la chose suivante. Vous avez 800 000 personnes qui sont contractuelles dans la fonction publique. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui. Moi, non. Je ne trouve pas normal que chaque mois de juin, un professeur se demande s'il va avoir du travail à la rentrée. C'est le cas des 21 millions de salariés dans le privé. Par conséquent, je suis pour les titulariser, les 800 000. Ça vous plaît pas? Mais si je suis élu, je le ferai. C'était ça. Les Français sont des Français, forment ensemble un seul et même peuple. Mais lorsque vous dites que les policiers sont des factieux, vous l'avez dit. Lorsque vous dites que les policiers sont des factieux, est-ce que vous n'alimentez pas... Vous savez bien que c'est pas vrai, mais ça vous dérange pas. Non, j'ai dit que les policiers... J'ai dit que les policiers qui manifestaient devant l'Assemblée nationale... Tous les syndicats de policiers sont des factieux. Sont des factieux, en effet. Le syndicat vous savez que les syndicats de policiers représentent 80 ou 90% des policiers. Oui, les policiers n'ont pas le choix, ils sont obligés de voter pour eux parce que c'est eux qui font les carrières, les congés et les affectations. Mais non, mais est-ce que ça ne participe pas justement à cette... Ah voilà. Mon Dieu, comme c'est triste. Non, mais je vous pose la question. Non, vous ne me posez pas la question. Comment je vous pose pas la question? Parce que, Monsieur Bourdin, écoutez-moi, vous savez comme moi, vous êtes un républicain, faut pas faire semblant. Oui. Quand on organise une manifestation devant l'Assemblée nationale, ce qui n'est permis à personne d'habitude à cet endroit-là, et qu'on y vient pour dire le problème de ce pays, c'est la justice, que vous avez des syndicats qui appellent ouvertement à faire le siège de certaines organisations politiques, comme ce fut le cas pour moi, ou des individus, parce qu'ils sont armés, se croient autorisés à menacer un député. Eh bien, je dis que c'est un problème. Voilà, et c'est un comportement de factieux. L'objectif d'un factieux, c'est de provoquer des troubles. Ça veut dire que la police tue et la police provoque des troubles. Non, mais c'est vous qui dites ça. Mais c'est pas moi qui ai dit, c'est Philippe Poutou. Philippe Poutou, quand Philippe Poutou dit la police qui tue, vous êtes d'accord avec lui ou pas? Allez poser la question à Monsieur Poutou. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? De quoi? Lorsqu'il dit la police tue en France, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Parce que, attendez, il y a quelque chose qui vous a échappé, Madame. Alors allez-y. Madame Zineb Redouane. Qui est morte, qui était au 4e étage à Marseille. Elle est morte de quoi, à votre avis? Donc la police tue en France? Non, je vous pose, c'est à mon tour de poser une question. Non. De quoi est-elle morte? Comment se fait-il, Monsieur Bourdin, comment se fait-il que sur la vingtaine d'hommes qui se trouvaient là, pas un n'a rien vu, 32 personnes ont été éborgnées. Est-ce que la police tue? Est-ce que la police tue en France? Est-ce que la police éborgne? Mais oui ou non? Oui, elle est borgne. Est-ce que Madame Zineb Redouane a été tuée d'une grenade au 4e étage? Oui ou non? Oui. Alors, ne faites pas des généralisations. Elle a été tuée volontairement. Elle a été tuée volontairement au 4e étage, Madame. Absolument. Volontairement. Absolument. Par quelqu'un qui a tiré depuis le bas, pour la tuer. Pas en cloche. Pour la tuer. Non, pour l'atteindre avec une grenade. Je vous en prie, Monsieur Bourdin, je vous rappelle qu'elle est morte, qu'elle a une famille, et que tout ce qu'on a trouvé à lui dire, c'est qu'elle n'était pas morte de la grenade, mais de l'arrêt du cœur. Je vous pose la question. Est-ce que la police tue en France? Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Poutou? Mais n'essayez pas, vous tournez en rond pour rien avec moi. Je suis aussi malin que vous. Alors je passe à autre chose. Voilà, il vaut mieux. Je passe à autre chose. Je voudrais vous parler. Que ça veut rien dire. Est-ce que BFM ment? Vous voulez être... Des fois, BFM ment. Et est-ce qu'en Allemagne, pardonnez-moi, mais est-ce qu'en Allemagne, les gens ne sont pas soignés? Est-ce qu'ils vont à leur usine avec des pistes, comme vous disiez tout à l'heure? Il me semble quand même que c'est un pays développé qui marche très bien et qui n'a pas du tout le même taux de prélèvement obligatoire. Mais, et bien sûr, pourquoi? Ce que vous appelez les prélèvements obligatoires, tout à l'heure c'était des impôts, maintenant nous voulons arriver à prélèvements obligatoires. Ça inclut donc... Non, mais ça inclut les cotisations sociales. Oui. Donc les travailleurs allemands se payent par des assurances
pour assumer ce qui est aujourd'hui payé par des cotisations sociales. Mais c'est le même mécanisme, sauf que ça rentre pas dans les comptes publics. Donc vous ne verrez jamais apparaître le niveau des cotisations qu'ont payé les travailleurs sur leur paye pour se payer des assurances privées, de soins, etc., etc. Alors, quand on fait comme ça, évidemment, c'est nous les pires. Pourquoi ? Parce qu'on a le meilleur système de protection collective qu'on avait, le meilleur système avec le système de la sécurité sociale qui repose sur un principe socialiste extraordinaire, chacun selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Vous êtes très malade, eh ben vous êtes soigné, même si vous n'êtes pas très riche. Je crois que ce système-là, ça a été un des immenses avantages compétitifs de la France au niveau global, parce que ça nous a permis d'avoir une main-d'œuvre pour et ça a fabriqué des centaines de milliers de chômeurs, Jean-Luc Mélenchon, parce que le coût du travail était trop élevé. Voilà. Et puis, eh ben oui, non, eh ben oui, mais si, bien sûr que si. Écoutez, et quand vous dites que l'ISF c'est pas grave, moi je reprends ce qu'écrit, vous avez raison. Ce qu'écrit France Stratégie. Vous pouvez considérer qu'ils sont à la solde du pouvoir, j'en sais rien. France Stratégie nous dit. Les réponses à ma place. Mais attendez, quand France Stratégie nous dit, quand François Hollande augmente l'impôt met sa taxe à 75%, il y a plein de patrons qui vont à l'étranger créer du boulot. Quand on baisse sa fiscalité en 2017... Ok, c'est vous l'invité ou moi ? Mais on a compris, on connaît ce catéchisme, vous le répétez depuis 20 ans. Mais je peux vous dire, la fiscalité, ça marche. Oui, et les patrons s'en vont et ils ne créent pas d'emplois, ils n'investissent pas en France. Mais on connaît vos solutions, on a le résultat sous les yeux. 10 millions de pauvres, 8 millions de gens à l'aide alimentaire. Et 2 fois plus de chômeurs que la moyenne. Et ça vous suffit pas. Vous continuez encore, baisser, retirer des cotisations, ne pas soigner les gens. Vous venez de citer France Stratégie. Il y a un instant, on m'a pris à partie sur l'ISF. France Stratégie, dont je vous ai pas dit qu'il était à la solde du pouvoir, j'ai dit dans le passé, j'ai dit, et je redis, qu'il a été composé assez habilement. Que dit France Stratégie ? Arrêtez, mais vous riez parce que vous sentez mal. Non, pas du tout. C'est parce que entre solde du pouvoir et composé. Non, mais attendez, monsieur, vous supportez qu'on vous réponde ou pas ? France Stratégie dit qu'on n'a pas trouvé trace du rebond de la suppression de l'impôt sur la fortune dans les investissements et de la flat tax. Si c'est ce qui est écrit, il n'y a aucune preuve que tout ça ait produit quelque investissement. C'est pas ce qu'il dit, Jean-Luc Mélenchon. Par conséquent, ce sont des histoires. On vérifie dans les faits que l'argent est reparti dans la sphère financière et que quand on mélange l'argent qui a été distribué de cette façon, l'État s'est volontairement appauvri depuis M. Chirac. Si on fait le total de M. Chirac jusqu'à aujourd'hui, il manque 100 milliards par an dans les caisses de l'État qui étaient autrefois perçus. Est-ce que vous avez amélioré l'emploi, la productivité grâce à ces 100 milliards ? Rien du tout. Un peu. Et vous avez qu'à regarder aujourd'hui ce qui se passe avec le CAC 40. Quand les cours de bourse s'envolent, est-ce que c'est lié à l'activité de ces entreprises ? Non. C'est à l'abondance de liquidités de gens qui ne savent où le placer. Vous avez vu les chiffres du chômage ? C'est pas mal. Ça baisse beaucoup. Je veux dire, pour la propagande, c'est génial. Attendez. Non, c'est bien trouvé. Hein. Non, mais je reconnais. Quoi, les chiffres sont faux ? Non, ils sont pas faux. Oh là là, comme vous y allez, monsieur. Vous me parlez de propagande. Les chiffres sont faux. D'accord, et j'ai raison, oui, ils sont vrais, et je dois immédiatement reconnaître. Non, si vous comptez, regardez, sur ce plateau, on va dire, vous avez une barbe et pas moi, 50% de barbus parmi les Français, ça vous va ? C'est un bon chiffre, non ? Bon, bien sûr que... Eh ben oui, non mais voilà la réponse. Dans les statistiques que vous avez une contradiction, si vous y regardez de près quand même. On vous dit, le chômage baisse, mais le nombre d'inscrits à Pôle emploi a augmenté de 200 000. Parce qu'il y a plusieurs catégories, parce que, bien sûr, vous avez raison, il y a... Sur ça, parce que vous dites que c'est pas une affaire d'égo. Soit, c'est peut-être pas une affaire d'égo, mais tout de même, Jean-Luc Mélenchon, c'est la 3e fois que vous êtes candidat à la présidentielle, ça fait 43 ans que vous êtes dans la politique, vous avez été ministre, député européen, sénateur, vous vous dites pas à un moment, peut-être c'est pour quelqu'un d'autre ? Waouh! Non, je sais pas. Waouh! Ça, c'est ce qu'il fallait pas dire. Non, ça va l'énerver, mais c'est une question qui se pose aussi. Vous croyez que je vais être énervé par vous? Non, mais je sais pas. Non, je vous vous ne pose la m'énervez question. pas, vous me faites rire, c'est plutôt différent. Monsieur Zemmour, vous ne réglerez rien. Vous poussez les gens à l'affrontement, à la guerre civile, ça n'a aucun sens. Vous êtes tellement provocateur que vous avez été jusqu'à provoquer les gens sur leur prénom parce qu'ils portaient le prénom du prophète. Mais vraiment, quelle honte. C'est pas une Mais provocation. vous n'avez pas honte de parler comme ça. Monsieur Mélenchon, on peut vous répondre? Ben, oui, vous me dites je viens je d'arrêter de pousse vous à la guerre répondre. civile. Prenez pas votre tête de victime. Hein. Bonjour Monsieur le Ministre. Merci d'être venu jusqu'ici et puis bravo pour l'ambiance. Je dois dire qu'il y avait plus d'ambiance à votre conférence qu'à ma bar mitzvah, donc je suis un peu jaloux. Je voudrais vous faire réagir sur une anecdote qui m'est arrivée assez récemment et qui est assez réelle pour savoir ce que vous en pensez.
Ça va être court. La dernière fois, je suis sorti de mon entraînement de rugby et je voulais aller rejoindre mes amis au bistrot. Et j'ai voulu faire une pause par une boulangerie pour manger un jambon beurre. Un jambon beurre. C'était à 200 mètres d'ici, entre le terrain d'entraînement et le bar dans lequel nous allions. Donc je suis rentré dans la boulangerie. J'ai dit à la boulangère, bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir un jambon beurre s'il vous plaît? Et elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit, ici on ne sert plus de jambon beurre. Je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit, parce que c'est haram, mais si vous voulez, j'ai un poulet mayonnaise. Alors, je sais bien que Éric Zemmour fantasme, qu'il ne dit que des conneries, mais que le grand remplacement n'existe pas, mais mon jambon beurre, lui, il a été grand remplacé par le poulet mayonnaise. Et donc je voulais savoir, si je vote Mélenchon, est-ce que je pourrais recommencer à manger des jambons beurre dans la boulangerie à 200 mètres d'ici, à Paris Intramuros, ou est-ce que non, parce que c'est pas possible ou parce que vous en foutez? Merci monsieur le ministre. Dans la rue, là, c'était pas halal, hein, c'était cachère, la rue. Pardon. Je dis non, mais je connais le quartier, hein, j'ai eu mon siège là. Dans la rue, là, c'est pas halal, c'est cachère. Non, mais bon, il y a une rivalité, hein, faut... Ouais. Non, ben vous n'avez pas eu de bol, quoi. Ça, c'est la première leçon que je tire de votre anecdote. Alors, est-ce que moi, président, vous pourrez avoir du jambon beurre? S'ils en vendent, oui, hein. Mais c'est pas moi qui vais décider que on va fabriquer du jambon beurre ou pas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la liberté du commerce, hein, après tout. C'est une école de commerce, ici. Alors, après, ce que je peux faire, je peux être un peu sournois, je me mets d'accord avec vous, hein, et on décide de bloquer le prix du jambon beurre et d'augmenter celui du poulet à la mayonnaise. On va déséquilibrer la liberté de l'offre. Non, il est évident que voulez-vous, si les gens se mettent à ne plus vouloir faire ceci ou cela pour des raisons religieuses, c'est bien dommage. Et moi, je ne suis pas pour ça. Mais oui, on va devant leur porte et on mange du jambon. Mais sinon, dites-moi ce qu'on fait. Ouais, attendez. Mais moi, attendez, je comprends ce que vous voulez me dire, hein. Je plaisante, vous-même, vous plaisantiez, vous avez dit que c'est une anecdote plaisante. Bon, alors je la prends pour ce qu'elle est, une anecdote plaisante, je vous réponds. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais quand même pas aller de boutique en boutique, envoyer mes Pandores, dire là, il n'y a pas de jambon beurre, comment ça se fait? Vous êtes en suspect. Bon, et puis après, le vendredi, je vais aller dans le restaurant, dire quoi? Il n'y a pas de viande, il n'y a que du poisson, bigot. Bon, on ne peut pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait des gens comme vous, hein, je ne sais pas moi, qui vont 10 fois dans la boutique et qui disent ah, je voudrais un jambon beurre, il n'y a que du poulet mayonnaise, berk, et vous partez. Et vous revenez avec votre copine, avec votre copain, avec qui vous voulez. Bon. Mais ça s'appelle l'offre de la loi et de la demande. C'est moi qui dois expliquer un truc pareil ici? Défendu pour la liberté. Non, pas du tout. Pour absolument pas. Moi, j'étais condamné parce que je défendais une certaine idée de la France et qu'on ne supporte Mais quelle idée? Ça suffit maintenant. Mais oui, je suis désolé, monsieur Mélenchon. Je suis en retard derrière vous. Écoutez, le Zemmouristan, ça existe. D'accord? C'est pas mal. Ça existe. Oui, ça existe. Un pays où les femmes sont rabaissées, un pays où il y a la peine de mort qui vous plaît, un pays où les homosexuels sont punis, et un pays où on adhère pas à la Convention internationale. Là, vous décrivez les banlieues islamisées, monsieur Mélenchon. L'Arabie Saoudite. Oui, ça s'appelle aussi les banlieues islamisées. Non, mais c'est leur programme, c'est ce que vous racontez. C'est très bien, monsieur Mélenchon. Ah ouais. Ah, ça, c'est très bien, parce que ce que vous venez... Vous y serez heureux là-bas. Faire entendre une voix dissonante face à cette espèce de propagande cubaine qu'on entend ce matin. Enfin, moi, je veux pas que Pourquoi la France... c'est de la propagande comme c'est moi qui parle et pas vous? C'est vous qui faites de la propagande, votre truc marche pas. Alors, souffrez que chaque propagande puisse s'exprimer. Sauf que moi, c'est pas de la propagande. À égalité, vous savez, le CSA veille ces jours-ci sur les temps de parole. Vous n'êtes pas privé, hein, pleurez pas. Des autres. Étrangement, Emmanuel Macron n'est pas décompté encore. J'attends hein, le moment où ce sera le cas. Mais d'abord, dire qu'on ne fait rien pour les gens en ce moment, vous avez l'air de dire que les gens en France sont complètement abandonnés, etc. Enfin, on n'a jamais dépensé autant d'argent public pour aider les gens. Il y a eu le chômage partiel, il y a les aides à tous les indépendants, il y a des professeurs de ski qui ont reçu des dizaines de milliers d'euros parce qu'ils n'ont pas eu leur saison de ski, parce qu'on a fermé les remontées mécaniques à cause du Covid. Donc franchement, c'est présenter une réalité qui n'existe pas. Et votre proposition sur le CAC 40, c'est un peu comme tout le reste, c'est-à-dire que vous avez que des mesures un peu à court terme et vous vous en sortez avec ce truc magique. Bah après c'est la vie. Attends, après on verra. Non mais attends,
respectez le travail des gens. Qu'est-ce que c'est le CAC 40? C'est vous qui le respectez pas. On voit, pardon, mais on voit que vous avez un parcours par lequel il n'y a pas eu d'entreprise privée sur votre trajet. Le CAC 40, c'est quoi? C'est une réalité. Mais vous Le avez CAC vécu 40, des fonctionnaires toute votre vie. Vos instituteurs étaient des fonctionnaires, les policiers dans la rue sont des fonctionnaires, l'électricité avec laquelle je vous... suis pas sûr que... Ah bah oui, vous voyez, dans votre vie, il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées non plus. Cher monsieur Mélenchon. C'est pas des arguments, c'est comme ça. Il y a des gens qui mais sont faites honneur à votre un peu plus intelligence. indispensables que Donnez d'autres. des choses mais j'ai l'impression solides. que ce que je dis Vous êtes dérange, capable. puisque vous ressentez le besoin de m'interrompre. En général, quand on n'est pas dérangé, on interrompt Mais pas. C'est parce quand que on ça est mal à m'amuse, l'aise sinon qu'on c'est plus un interrompt. dialogue. Donc vous êtes manifestement mal à l'aise, mais je vais continuer quand Regardez même. ma tête comme je suis vais mal à l'aise. continuer. Oui, bah, écoutez, vous savez bien, ça c'est les vieux apparatchiks, on leur apprend pas, on leur apprend pas à faire la grimace. La totale. Je vous apprends pas à faire la grimace. Vous savez, en Chine, c'est pareil, hein, ils n'expriment aucune expression. Et allez, pourtant, il ils vous sont manque encore le extrêmement durs. Venezuela Moi, et je Cuba veux pas pour faire un votre destin. petite tête de C'est une Bolsonaro. réalité. Pardon, vous vouliez rejoindre l'alliance bolivarienne et quitter l'OTAN. Moi, je préfère rester dans l'OTAN et laisser les Ça pays... prouve que vous ne savez pas ce qu'est l'alliance et laisser- bolivarienne et laisser qui n'a les rien à voir avec les l'OTAN. pays que vous Et en aimez, plus ignorant. C'est dommage, hein, parce que vous êtes un s'effondrer. garçon Bon, brillant. je Vous peux pourriez finir. faire des études et ça s'améliorerait. Je peux continuer. Ne permettent pas d'établir des comparaisons qui ont un sens. Il faudrait savoir où ils en sont. Eh bien, je peux vous le dire, l'agriculture doit représenter 2% de leur PIB et l'industrie une quantité négligeable. Tout le reste est dans les services. Quant à la République fédérale allemande, écoutez, ça va quoi. Supportez quoi, faites pas Woody Woodpecker à tous les 5 minutes. Dès que je dis un mot, là, vous êtes là à taper sur le tronc. De justice, on a appris cette semaine la mise en examen du député de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud, mise en examen dans l'affaire de vos comptes de campagne 2017 pour prêt illicite de main-d'œuvre, faux escroquerie, tentative d'escroquerie. Vous voyez, je vous arrête tout de suite. Dites-moi. Stop. Laissez-moi vous poser ma question, juste. Oui, Bastien Lachaud êtes-vous un voleur et un voyou, monsieur Mélenchon? Est-ce que Bastien Lachaud est un salaud? Non, juste préciser qu'il était trésorier et salarié d'une association qui s'appelle L'Air du Peuple, qui assurait la logistique de votre campagne, si je ne me trompe pas. Non, vous trompez, mais bon, allez-y, continuez. Juste pour comprendre, pourquoi n'était-il pas rémunéré directement par la campagne? Parce que ça aurait été moins avantageux pour lui, pour une raison. Alors d'abord, commençons par dire, parce que là, vous venez de sortir escroquerie, tentative... Non, je reprends les informations. Non, c'est l'honneur d'un homme dont on parle. D'accord? Allez-y. Et un de mes meilleurs amis, un homme honnête, intègre, il gagnait 1 900 € dans sa fonction, d'accord? Et le profit total qu'a fait cette association, c'est 6 000 €. Et on ose l'appeler escroc, tentative d'escroquerie. C'est pour ces sommes-là dont on parle. 1 900 €, silence. C'est pas moi qui l'appelle. Oui, mais comme vous ça. venez de le faire. Là, il y a des millions de gens qui nous écoutent. D'accord? Bastien Lachaud est un homme honnête. Et nous sommes tous déjà honnêtes. Mes comptes de campagne ont été validés, monsieur. Et je fais l'objet d'une enquête préliminaire. C'est-à-dire que continuellement, des gens autour de moi sont convoqués au commissariat chez le juge. Qu'a fait Bastien Lachaud? On lui reproche d'avoir prêté un prêt illicite de main-d'œuvre. Vous venez de le dire. Comment quelqu'un qui est lui-même employé se prête lui-même? Ça n'existe pas. Alors donc, cette affaire est nullité. Quand est-ce qu'elle sort? Comme d'habitude, justement le soir, où il y a un problème avec M. Colère à l'Élysée. Justement le jour où Mediapart met en cause aussi Mme Macron. De quoi on va parler? De Bastien Lachaud et de Jean-Luc Mélenchon. Bastien Lachaud, ça permet de mettre mon nom à toutes les sauces. Escroquerie, tentative d'escroquerie. Non, le juge pouvait lui-même aller voir. Le juge pouvait aller voir si M. Bastien Lachaud s'est enrichi d'1 €. Je ne dis pas 10, de 50, de 100. 1 €. Est-ce que moi, je me suis enrichi d'1 € dans quelque chose? Jamais, nulle part. Mes comptes ont été validés. Et le moment venu, morceau par morceau, comme nous sommes en train de le faire, tranquillement, à chaque fois en démontrant la stupidité de l'attaque. N'importe qui m'écoute en ce moment est capable de comprendre qu'un homme on ne peut pas lui reprocher d'être l'auteur du crime dont il est victime, puisque c'est lui la main-d'œuvre qu'on est soi-disant prêtée. Pourquoi n'était-il pas embauché par la campagne? Parce que les gens qui dirigeaient la commission des comptes de campagne nous ont dit qu'on avait le droit de faire autrement. Et pourquoi a-t-on fait autrement? Parce que M. Bastien Lachaud avait un CDI dans son association. Et que s'il était passé à la campagne, c'était un CDD. Donc si l'association l'avait licencié, il aurait bénéficié d'une indemnité de chômage en CDI. Alors ça ne concerne pas les très
très importants, qui ont plein d'argent. Vous voyez, monsieur et qui Mélenchon, s'en qu'on peut fichent. en parler tranquillement. et Non, sans- oui, merci pour vos leçons de calme. Mais vous, la prochaine fois que vous traiterez mes amis d'escrocs, ne vous étonnez pas que les gens réagissent mal. C'est notre vie, monsieur, dont on parle. C'est pas un jeu. On s'amuse pas. Je m'amuse pas, je me marre pas. Ça me fait pas rire de parler de ça. C'est grave. Parce que ça nous insulte, ça nous salit. Et vous avez des gens qui le croient. Ils disent « Ah oui, mais quand même, vous faites de l'escroquerie. » Voilà, le mot a été lâché. Le moment venu, vous aurez le détail de l'histoire, y compris de ceux qui nous jugent. C'est une honte. Du pays, il faut une grande révolution de notre façon d'être. Nationale. Une grande révolution populaire, puisque c'est le peuple qui le veut, mon cher Mélenchon. Eh oui. Oui, non, mais je sais d'où vous sortez, hein. Bah oui, moi aussi. C'est pour je ça sais que d'où je vous parlais de sortez. révolution nationale, parce que ça, c'est votre truc. Bah voyons, Bien sûr. Mais La oui, révolution mais oui. populaire. La révolution populaire. C'est mon la cher. révolution de 89. C'est la tranquille révolution mais par mon la ch- Constituante. Mais mon cher, Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, vous m'avez fasciné, parce que je ne savais pas que vous étiez un spécialiste des forêts. Et là, je dois reconnaître que j'ai été Vous bluffé. n'avez pas tout vu, je peux aussi parler du mouton, de tout. Oui, mais ça veut dire m'intéresse dans la que vie. bon, si éventuellement ça se passe pas pour l'Élysée, vous pourrez briguer la présidence de l'ONF, ça se passera très bien. j'ai autre chose. Mais Ça se passe bon, mal. Edwige Chevrillon l'avait évoqué en introduction, la reconquête industrielle passe par un vaste plan d'investissement public, 100 milliards d'euros si ma mémoire est bonne. Il y a aussi des projets de nationalisation. Je me demande comment vous financez tout ça, et j'ai cru comprendre en vous écoutant que c'était par la dette et par l'impôt. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est pas très important. Ah ben ça me semble relativement important. on en parlera sur la dette et l'impôt, donc ça tombe bien. mais vous avez le droit, on a le droit de réagir autrement. Moi, plus personne maintenant n'est en état de dire que tout ça coûte trop cher, parce que quand je suis venu vous voir il y a 5 ans, sur ces mêmes plateaux, et que je vous annonçais 100 milliards, vous vous évanouissiez. Là-dessus, M. Macron en a trouvé 2 fois plus, sans que ça vous pose problème. À amener la dette à 120%, 110 maintenant, du PIB du pays, personne n'est mort, on est tous toujours là. Par conséquent, il y a un registre et un violon qu'il ne faut plus me jouer. Et en tout cas, moi, je n'y ai jamais cru. Et ce qui compte, c'est dans quoi vous investissez. D'accord, donc la dette n'est pas un problème. La dette n'est pas un problème quand c'est de l'investissement productif. Quand vous avez 1 euro d'argent public, qui est le premier investisseur de ce pays? Qui? L'État et les collectivités locales. 1 euro sur 5, c'est eux qui les donnent. Par conséquent, si on les injecte au bon endroit, parce qu'on a de la planification, vous êtes tous des petits entrepreneurs. Dans la vie, ce qui vous intéresse peut-être plus que tout, c'est le carnet de commandes. Et pour avoir un bon carnet de commandes, vous avez besoin de prévisibilité. C'est-à-dire de savoir ce qui va se passer dans 6 mois, ce qui va se passer dans 1 an. Parce qu'alors, vous faites des investissements. Je ne vais pas m'en prendre à vous, mais la grande industrie, elle, le CAC 40, ils ont augmenté de 70% les dividendes et diminué les investissements de 5%. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent on attend de voir le marché. Apparemment, le marché, c'est vous. Donc, ce que je veux dire de tout ça, ce n'est pas le sujet. Le coût. Ce qui compte, c'est à quoi on utilise l'argent. Voilà, à quoi on utilise l'argent. Quand on l'investit dans quelque chose qui produit de la richesse, et je vous le redis, 1 euro d'argent public produit en moyenne 1,3 euro ou 0,5 supplémentaire dans la production. Chaque fois que vous investissez, que vous augmentez un salaire, vous avez un rendement pour la production 3 fois supérieur à celui que vous obtenez par les baisses d'impôts. C'est vrai ou pas ce que je dis? C'est un pari. Allez, selon moi, c'est un pari. C'est pas un pari, c'est un chiffre qui est donné par les économistes. Justement, est-ce que vous vous sentez les épaules de mener cette révolution dont vous parlez? J'ai en tout cas les épaules pour l'annoncer depuis 20 ans. Et je pense que, contrairement à M. Mélenchon, moi, je ne me suis pas contredit. Et je ne me suis pas aperçu que j'avais eu tort. C'est une chose de l'annoncer, c'est autre chose de la porter, Eric Oui, je suis borné. Oui, C'est la définition du gars borné. Monsieur Mélenchon, Celui qui ne change pas d'avis, qui n'examine pas la réalité, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est le contraire, monsieur Mélenchon. C'est le contraire. Quand la réalité donne raison, pardonnez-moi d'être borné. Non. Oui, je suis borné dans la vérité. Non, voilà. Ah, monsieur Zemmour est la vérité. Mais comment vous accueillez, monsieur Mélenchon, ne vous en déplaise. Jean-Luc Mélenchon. Et vous êtes le mensonge, monsieur Mélenchon. Le melon, ça va? Mais oui. Jean-Luc Mélenchon, comment vous accueillez? Un peu de modestie quand on réfléchit. Vous êtes tout le temps en train de faire des citations comme un singe savant. Vous sautez d'une citation à l'autre sur les branches. Hein?
I think the girls with their nails done now.